vous présente À l'ouest d'Ederne. Cette émission a bien failli ne pas avoir lieu. J'ai eu un malaise hier soir. Heureusement que je suis tombé sur mon médecin de quartier, le docteur Kubler, ex-médecin de François Mitterrand. Il m'a fait un certificat médical. Alors maintenant, je vais parfaitement bien. Comme quoi, on peut vivre 14 ans, comme François Mitterrand, avec un cancer, et prolonger sa vie aussi longtemps qu'on se mentira à soi-même. Il y a 1000 formes de mensonges. Le mensonge politique, le mensonge amoureux, le pieux mensonge aussi, le mensonge sportif, tellement et tellement de mensonges dans la vie qu'on se demande ce qui nous reste comme place pour la vérité. À mesure que les vérités disparaissent, le langage est remplacé par la langue de bois, ce mensonge boiteux, ingrat. Heureusement qu'il nous reste cette force de vérité lumineuse, cette volonté don quichotesque de dire quand même la vérité, mais le mensonge c'est tellement bien. Stop générique. Oui. Non. Oui. Non. Non. Ah oui? Oui. Alors Christophe Robert, footballeur, vous avez, ancien membre de l'équipe de Valenciennes, vous avez enterré une fois 250 000 francs dans votre jardin que vous aviez obtenu par Bernard Tapie pour lever le pied. Est-ce que vous n'avez pas commis deux fautes? D'abord mentir et ensuite dire la vérité. Vous exposer comme ça à la risée, à l'opprobre, et en même temps c'est très courageux, Christophe. C'est vrai que c'était une situation assez délicate, particulière, mais en ce qui concerne évidemment le mensonge sportif, puisqu'on va parler de ça, il est évident qu'il est de différentes formes, et en ce qui nous a concerné dans cette affaire, bon, ça a été de la corruption. J'appellerais plutôt ça de la tricherie, mais c'est une forme comme une autre qui traîne dans ce milieu. Et le fait d'en parler ou de se taire, c'est... Vous avez écrit un livre, Le blues du Petit Prince. Vous avez l'impression de sauver le monde du football de la corruption par votre geste, par votre aveu? J'irai pas jusque-là, mais disons que ça a calmé pas mal d'ardeur. Et j'espère que ce geste inconscient de ma part à une certaine époque ne sera pas, disons, repris par d'autres, et qu'enfin, dans le monde sportif, que ce soit le football ou dans d'autres, on va aussi se calmer et puis faire de nos métiers des métiers de passion et des... Ce qui est terrible, c'est que vous avez été balancé par votre copain Glassman, l'autre footballeur, non? Oui, ça, bon. Il fallait bien qu'un jour ça arrive, c'est tombé sur moi, c'est bien dommage. Mais bon, c'est... Et qui vous a forcé à enterrer cet argent? Et quelle leçon tirez-vous aujourd'hui? Oh, ça c'est... Moi, bon, c'est de la bêtise pour commencer, de la connerie, si on pousse un peu plus loin. Puis ensuite, c'est un ras-le-bol aussi du milieu qui m'a amené à disjoncter. Ça a été sous cette forme, dans un moment bien précis. Ça aurait pu être différemment. Mais c'est vrai que j'avais une certaine lassitude des comportements footballistiques, en général, que ça soit... Est-ce qu'on peut, à cause de vous, mais pas seulement à cause de vous, on peut douter de ce qui se passe dans le monde du sport maintenant, que le sport, c'est la vérité, de l'affrontement, du courage, et tout d'un coup, on se met à douter. Et c'est un peu ce qui est arrivé avec Bernard Tapie et ses manipulations. Oui, mais ça faisait quand même une dizaine d'années qu'on doutait sur tous les comportements, que ça soit... On peut parler aussi du dopage, puisqu'en ce moment, il y a une grande campagne là-dessus, et aussi des matchs qui étaient truqués ou des arrangements qui peuvent se négocier dans ce milieu-là. Vous avez songé à un moment à brûler l'argent. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Moi, je brûlais autrefois des billets de 500 francs comme ça avec Gainsbourg, vous vous souvenez? Ouais, bon. Ça vous a coûté le double, non, peut-être? Non, j'ai été condamné pour insulte à la monnaie. Ouais. C'est formidable, d'ailleurs. Bon, parce que ça se fait au-dessus de 500 francs. Vous n'avez pas payé une grosse amende? Non, j'ai pas payé. Bon, non, j'aurais dû le faire. À 1 franc de dommages et intérêts. Mais Léon Schwarzenberg, alors, vous avez eu maille à partir avec Tapie. Oui. Les mensonges de Tapie. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire campagne avec Tapie ou vous êtes présenté aux élections européennes, régionales, alors que vous aviez une image de pureté, oui, mais en réalité,
Ça, c'est le vice des élections régionales qui se font à l'échelon départemental, alors qu'en réalité, c'est pour aboutir à un conseil régional. Moi, j'ai fait campagne essentiellement dans le département des Alpes-Maritimes, parce qu'il y avait Le Pen en face, et que personne n'osait s'opposer à Le Pen. Et comment avez-vous été décilé par Tapie? Quand avez-vous compris le personnage? Quand j'ai compris Tapie, très rapidement, j'étais déjà très méfiant avant, et j'ai compris que le personnage était manipulateur avant de comprendre que c'était un menteur invétéré. Et c'était un manipulateur de personnes importantes, puisque non seulement il avait manipulé Mitterrand, on le sait bien, ou Mitterrand avait joué le jeu, ça c'est peu importe, mais il avait même manipulé Bérégovoy, et je revois encore Bérégovoy promettant aux ouvriers de la Ciotat et à la CGT la réouverture des chantiers de la Ciotat, dont on savait que c'était impossible. Est-ce qu'il a essayé de vous acheter comme il l'a prétendu? Non. Pas du tout. Bon. Il n'a pas essayé, non. Et alors, le mensonge, vous avez appris, vous avez publié un livre célèbre autrefois, qui s'appelait Changer la vie, avec Pierre Viançon-Ponté, ancien rédacteur en chef du Monde, qui a disparu depuis, qu'il fallait dire la vérité aux malades. Est-ce que vous croyez que l'expérience Kubler et d'autres expériences ne prouvent pas que c'est un peu le contraire? Non, je pense qu'il faut toujours dire la vérité aux malades. Et je pense que le malade fait ce qu'il veut de cette vérité. Ou il la dissimule à son entourage, c'est son propre problème, ou il décide de la confier à ceux qui l'entourent. Mais la vérité, elle est due aux malades, et aux autres, on ne doit que le silence. Donc alors, je pense que, puisque vous parlez du président de la République, de l'ex-président de la République, il faut dire que le docteur Gubler a dû lui dire la vérité, qu'à partir du moment où il a décidé, sur ordre de son malade, d'établir des bulletins de santé mensongers, ou bien il le refusait et il arrêtait de le soigner, ou bien il le faisait et il continuait jusqu'à la fin de son existence de tenir le secret. Vous savez, Paul Lombard, qui est un de nos grands avocats français d'aujourd'hui, qui plaidait non pas pour le docteur Kubler, mais pour les associations de presse, pour la liberté d'expression, pour la sortie de ce livre malgré tout et malgré l'interdiction, vous savez que dans les condamnations pénales, dire que faux et usage de faux vous valent 5 ans et violation du secret médical 1 an seulement. Oui, bien sûr, je le sais, mais je crois qu'il faut replacer... Donc 2 poids 2 mesures. Allié, il faut replacer l'histoire du livre dans son véritable contexte. Je crois qu'avant de parler de violation du secret médical, il faut poser une question essentielle. C'est-à-dire, est-ce que, en l'espèce, il existait encore un secret médical? Alors, naturellement, je ne vais pas faire une plaidoirie shadow, je ne vais pas reprendre des arguments que les uns et les autres, nous avons échangés dans la cour d'appel. Mais je crois que la question est posée, et j'aimerais, pour ma part, connaître l'opinion du professeur Schwarzenberg. Est-ce que, lorsque le secret médical est divulgué depuis un très grand nombre d'années, est-ce que ce secret médical n'est pas tombé en désuétude? Et est-ce que le mensonge aide à vivre, Léon Schwarzenberg? Mitterrand lui-même disait, mais ne dites pas que je suis malade, je ne le suis pas, vous vous trompez, docteur Kubler. Tout d'abord, Jean Edern, il faut dire que le fait que Mitterrand était malade depuis 81, elle avait été publiée dans Le Monde 3 jours avant que le livre ne paraisse, et ça n'avait choqué personne. Mais moi, je l'avais écrit dans mon pamphlet en 82, l'honneur perdu de François Mitterrand. Donc, c'était à un certain niveau un secret de Polichinelle. Le problème, c'est que comme le livre a paru très rapidement après la mort du président, après tous les encensements qu'il a pu recevoir, ça a frappé les gens. Et ça les a frappés d'autant plus que personne ne peut faire disparaître de son esprit le fait que, comme il avait traité le président pendant des années et qu'il avait été renvoyé, ça pouvait être un acte de vengeance. C'est ça qui est d'un peu gênant dans cette publication. À la fois qu'elle était trop rapprochée de la mort, elle aurait pu attendre 1 mois, c'est ce que dit Gubler lui-même, et deuxièmement, le fait qu'il a rompu un secret qu'à mon avis, il aurait dû emporter avec lui. C'était pas à lui de le dire. Est-ce que vous avez déjà, Léon Schwarzenberg, fait des faux bulletins médicaux pour des malades célèbres parce que vous étiez obligé de le faire, parce que politiquement... Pour des malades célèbres, jamais, mais il m'est arrivé de répondre négativement aux demandes des proches d'un malade qui me posaient des questions, étant donné que le malade ne souhaitait pas que ce soit connu. C'est-à-dire que je prends le parti du malade d'une façon totale et que je m'abstiens de violer le secret médical. Il n'y a que lui qui puisse le faire. Et si le malade ne veut pas de la vérité dont vous parliez tout à l'heure, si le malade ne veut pas de la vérité, on est assez... Quand même, on le sent très rapidement et on... Est-ce qu'il n'y a pas des vérités qui tuent? Alors c'est le mensonge qui tue, pas la vérité. Vous croyez? Ouais. Qui a menti là-bas? Kubler ou Mitterrand?
moi je ne me prononce pas sur une affaire qui est en cours, et c'est le genre de question auquel je ne veux pas répondre. Je dis que lorsque vous affirmez qu'il faut toujours dire la vérité aux malades, j'ai un petit haut le cœur, parce que moi je voudrais pas qu'on me la dise. Non, mais monsieur, le problème est suivant. C'est une hypothèse d'école complète, hein, parce que je souhaite ne jamais vous avoir dans mon cabinet. Je souhaite aussi. Non, je vais vous expliquer. J'exerce le seul métier dont je suis heureux de savoir, en voyant un malade, que je n'ai pas à l'exercer vis-à-vis de lui parce qu'il n'a pas de cancer. Donc c'est clair. Mais qu'est-ce qui aide le plus à vivre? Savoir ou ne pas savoir? Ou alors est-ce qu'on a besoin du père Delorme pour faire des purées des maguettes célèbres entre tous, pour avoir des pieux mensonges qui vous permettent de survivre? En tout cas, la consolation. On appelle Dieu d'ailleurs the great comforter, celui qui console, la religion comme consolation. Moi, je crois qu'il peut y avoir des mensonges qui sont des mensonges un peu par compassion. Alors, c'est vrai que c'est délicat, tout ce dont parle le professeur Schwarzenberg. Moi, je sais que des gens qui sont malades, parfois, on va peut-être les encourager en leur laissant croire qu'il y a une rémission qui est possible. Enfin, on a tous d'ailleurs cette pratique des gens malades qu'on connaît, et on va les encourager, et on va leur dire mais si, tu vas t'en sortir, alors qu'on sait pertinemment, d'après les discussions avec les médecins, qu'ils n'ont aucune chance. Alors ça, est-ce que c'est du mensonge? C'est difficile, hein, c'est de l'accompagnement, c'est de la compassion. Je crois que tout dépend aussi de la manière dont on se situe. Est-ce que vous avez déjà assisté des agonisants dans la banlieue des Minguettes? Pas seulement aux Minguettes, parce que moi je suis plus largement sur l'agglomération lyonnaise, mais oui, mais des personnes âgées souvent. Et je connais quelques jeunes qui sont malades, et c'est vrai que j'ai tendance personnellement à les encourager. Est-ce que c'est pas un mensonge de leur proposer le paradis? J'espère que non, j'espère que non. Sinon, je ne ferais pas le métier que j'ai, qui est le mien. Alors, vous pensez que l'Église vit de ces mensonges? Non, je pense que l'Église, elle est appelée à donner un témoignage de vérité. Vous savez, moi, je crois que l'Église, elle est d'abord celle qui est chargée de transmettre l'Évangile. Et l'Évangile, il invite toujours à la vérité. Je crois que le Christ, c'est celui qui aide les gens à être en vérité. Alors, l'Église n'arrive pas forcément à le faire, hein, mais tout être a besoin d'être connu en vérité, d'être connu à travers ce qu'il est profondément. On est tous plus ou moins menteurs, bien sûr, mais je crois qu'il y a toujours une insatisfaction à mentir. Mais est-ce qu'aux Minguettes, les gens vont se confesser? Ça se fait plus, la confession. Elle a changé. C'était formidable de se confesser, on est libéré de ses péchés. Est-ce que c'est un péché très grave de mentir? Mais là, encore une fois, il y a des mensonges très très divers. Celui qui va mentir pour sauver la vie de quelqu'un, celui qui est résistant, je ne sais pas, alors ça s'est posé pendant l'occupation. Quand il s'agissait de mentir pour sauver les Juifs, ben c'était